Dans la partie 3 du sujet, le corps K et R, on introduit pour n supérieur ou égal à 2 le groupe spécial linéaire et pour un sous-groupe G de GLN de R qui constitue en plus une partie fermée de MNR, on introduit son algèbre de Lie qui est constitué des matrices carrées M de MNR pour lesquelles, pour tout réel T, exponentielle Tm appartient au groupe G. Et le groupe spécial linéaire ainsi que le groupe orthogonal sont des exemples de tels sous-groupes fermés de GLN de R. Dans la question 9, il demande de déterminer l'algèbre de Lie du groupe spécial linéaire. En d'autres termes, il nous demande de déterminer les matrices carrées M de MNR pour lesquelles, pour tout réel T, on est cela. Mais vu que le déterminant de l'exponentielle d'une matrice est l'exponentielle de sa trace, demander cela équivaut exactement à demander cela. Et demander cela équivaut exactement à demander que la trace de M soit nulle, étant donné que si trace de M est nulle, on a trivialement cela, et réciproquement, si on a cela, on a alors trace de M égale 0, par exemple en évaluant cette relation-là en T égale 1. Bilan, l'algèbre de Lie du groupe spécial linéaire est constituée des matrices carrées M de MNR dont la trace est nulle. Maintenant, dans la question 10, on nous demandait de montrer que l'algèbre de Lie du groupe orthogonal est constituée des matrices antisymétriques. Cette fois-ci, il s'agit de déterminer les matrices carrées M de MNR pour lesquelles on est cela. Or, quitte à repasser par les sommes finies et à invoquer la continuité de l'application qu'a une matrice carrée A de MNR lui associe sa transposée, étant donné qu'il s'agit d'une application linéaire qui agit sur un espace vectoriel normé de dimension finie, on a que la transposée de l'exponentielle d'une matrice est l'exponentielle de la transposée. Et il s'agit maintenant de montrer que dire cela équivaut à dire que transposée de M est égal à moins M. Remarque 1, si transposée de M égale moins M, le résultat est évident car si transposée de M égale moins M, on a ici moins Tm et ici Tm qui sont deux matrices qui commutent. Par conséquent, ce produit-là est alors égal à exponentielle t fois 0, à savoir est égal à in. Il nous reste donc à montrer que sous cette hypothèse-là, on peut alors en déduire que transposée de m plus m est égal à 0. Et où se cache transposée de m plus m dans cette relation-là. Comme déjà à plusieurs reprises dans le sujet, transposée de m plus m se cache dans le développement limité en 0 de cette fonction-là. En effet, si on calcule le développement limité en 0 de cette fonction-là, on obtient in plus t multiplié par transposée de m plus un petit o de t. Mais comme cette fonction-là est égale à in, on en déduit d'après l'unicité d'un développement limité en 0 que transposée de m plus m est égal à 0, ce qui achève de répondre à la question 10. Maintenant, dans la question 11, on nous demande de montrer que l'algèbre de Lie d'un sous-groupe fermé quelconque de GLN de R est un sous-espace vectoriel de MNR. Étape 1, la matrice nulle de MNR appartient bien à l'algèbre de Lie du groupe G, étant donné que exponentielle T0 est égale à in et que in appartient bien à G, G étant un sous-groupe de GLN de R. Étape 2, si une matrice grand M appartient à l'algèbre de Lie de G, il est clair qu'il en est de même pour lambda M. Étape 3, montrons que si grand M et grand N sont des matrices de l'algèbre de Lie du groupe G, alors il en est de même pour M plus N, ce qui revient à montrer que pour tout réel T, cette matrice-là appartient au groupe G. Et comme hypothèse, on a que quel que soit le réel S considéré, exponentielle Sm appartient à G et de même exponentielle Sn appartient à G.
et comme G est un sous-groupe de GLN de R et donc stable par la multiplication matricielle, on aimerait ici faire apparaître un produit. Si M et N commutaient, on pourrait le faire sans problème, mais ici, a priori, tel n'est pas le cas. Or, dans la partie 2, on a montré la formule de Trotter-Cato qui permet d'écrire exponentielle A plus B pour AB des matrices quelconques comme étant la limite de cette suite de matrices-là. Or, grand M appartenant à l'algèbre de Lie du groupe G, cette matrice-là appartient à grand G, ainsi que celle-là, et donc ainsi que celle-là. Aussi, cette matrice-là apparaît comme étant la limite d'une suite de matrices de grand G. Mais comme G est une partie fermée de MNR, on en déduit que cette matrice-là appartient également à G. Ce qui achève de démontrer que l'algèbre de Lie du groupe G est bien un sous-espace vectoriel de MNR. Dans la question 12, on considère A, B des matrices de l'algèbre de Lie du groupe G et on nous demande alors de montrer que quel que soit le réel T considéré, cette matrice-là appartient également à l'algèbre de Lie du groupe G. Il s'agit donc de montrer que quel que soit le réel T considéré et quel que soit le réel S considéré, cette matrice-là appartient au groupe G. Or, par hypothèse, on a que quel que soit le réel T, exponentielle TA appartient à G, exponentielle TB également. On aimerait donc pouvoir faire sortir cette matrice-là et celle-là de l'exponentielle. Or, dans l'exponentielle, on a une structure de la forme P fois SB fois P-1. Par conséquent, comme le rappelait le sujet au début de l'énoncé, quand deux matrices sont semblables au moyen d'une matrice P, il en est alors de même pour leurs exponentielles. Et maintenant, c'est terminé, car on a ici un produit de matrices appartenant au sous-groupe G de GLN de R, et donc appartenant à G. Maintenant, dans la question 13, on considère A, B des matrices appartenant à l'algèbre de Lie du groupe G, et on nous demande alors de montrer que AB moins BA appartient également à l'algèbre de Lie du groupe G. Et pour cela, on nous dit d'utiliser la question 12. En d'autres termes, quel peut être le lien entre AB moins BA et cette fonction-là? Pour cela, il faut considérer le développement limité en zéro de cette fonction-là. En effet, quand on calcule le développement limité en zéro de cette fonction-là, on trouve I plus T multiplié par AB moins BA plus un petit o de T. Par conséquent, AB moins BA est la dérivée de U en zéro. Or, dans la question 12, on a montré que pour tout réel T, cette matrice-là est dans l'algèbre de Lie du groupe G. Et pourquoi en serait-il alors de même pour la dérivée de U en zéro? La dérivée de U en zéro est la limite quand T tend vers 0 de cette quantité-là. Or, d'après la question 12, cette matrice-là est une combinaison linéaire de matrices de l'algèbre de Lie du groupe G et est donc une matrice de l'algèbre de Lie du groupe G étant donné la question 11. Aussi peut-on dire que la matrice AB moins BA est adhérente à l'algèbre de Lie du groupe G. Or, dans un espace vectoriel normé quelconque, tout sous-espace vectoriel de dimension finie est une partie fermée de cet espace vectoriel normé-là. Aussi, l'algèbre de Lie du groupe G est-elle une partie fermée de MNR en tant que sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace vectoriel normé. Par conséquent, l'adhérence de l'algèbre de Lie du groupe G et l'algèbre de Lie du groupe G, aussi AB moins BA, appartient bien à l'algèbre de Lie du groupe G.